On disait de Victor Lemaire qu'il transformait tout ce qu'il touchait en argent. Propriétaire d'hôtels, d'immeubles et d'un cœur qu'on croyait blindé, il avançait dans la vie comme on marche sur un tapis rouge, sans regarder où l'on met les pieds. Ce matin-là, pourtant, le tapis accrocha sa semelle. À la table du petit déjeuner, face aux vitres qui dominaient Paris, il observa son fils Émile, 9 ans, bâtisseur de châteaux en miettes de brioche. La ville brillait. L'enfant, lui, brillait autrement. « Émile, dit Victor, il est temps pour nous d'avoir une famille complète. Je t'ai laissé grandir sans mère. Cela n'a que trop duré. Alors, aujourd'hui, tu vas m'aider. Tu choisiras qui deviendra ta belle-mère. » La cuillère d'Émile s'immobilisa. Le chocolat tiédit, l'air sembla se plier. Choisir une belle-mère, comme on choisit une cravate. Le mot « choisir » résonna dans la pièce. Trop grand pour un garçon, trop petit pour l'amour. Victor détailla des dossiers posés à côté de l'assiette. Profil, photo, patronyme parfumé de réputation. Il avait demandé à un cabinet de matching d'aligner des destins compatibles avec le sien. Rien ne débordait. Tout sentait le calcul. « Nous verrons 3 candidates, annonça-t-il. Tu diras celle que tu préfères. Je veux que tu te sentes inclus. » Le verbe sonnait faux. Être inclus dans une décision déjà décidée, c'était être décoratif. Émile baissa les yeux. Sous la table, son pied touchait un petit jouet en métal cabossé, un bus qu'on lui avait offert dans l'immeuble. « Merci, Madame Rosa », avait-il dit ce jour-là à la concierge, en échange d'un bonbon à la violette. Le souvenir eut le goût du sucre et de la poussière d'escalier. La première candidate arriva à midi, entourée d'un parfum précis et d'un sourire entraîné. Elle parla d'école, de fondation, de voyage. Elle souriait à Émile, comme on sourit à un sponsor. La seconde, l'après-midi, mania l'ironie avec grâce. Elle évoqua l'exigence et l'excellence, comme si l'enfant était un dossier à optimiser. La troisième, le soir, posa la main sur l'épaule d'Émile 2 secondes de trop, comme on prend une photo. Victor, satisfait, regardait son fils. Alors, Émile sentit que les murs se rapprochaient. On lui demandait un vote, quand il n'avait besoin que d'une voix. Il demanda une nuit pour penser. Victor, magnanime, accepta. « Demain matin, tu donneras le nom, et nous avancerons. » La nuit, la tour se fit planète lointaine. Émile se leva, pieds nus, et ouvrit la porte du couloir. Au rez-de-chaussée, la loge dégageait une petite lumière. Rosa, la concierge, réparait un jouet sous une lampe à pince, lunettes au bout du nez. Elle leva la tête. « Mon petit, tu ne dors pas. » Il s'assit en face d'elle, comme on s'assoit au bord d'un feu. Rosa lui servit un chocolat plus simple que celui des étages, mais qui sentait la vanille et la cuisine. Elle ne posa pas de questions, elle attendit. Alors Émile parla. Des 3 dames, des mots trop polis, des regards qui glissaient. Rosa écouta sans corriger. À la fin, elle lui tendit le bus cabossé tout juste recollé. « Les choses aiment qu'on les soigne, » dit-elle. « Les gens aussi. Choisir, ce n'est pas compter. C'est chercher où ton cœur respire. » L'enfant hocha la tête, un peu étonné de comprendre. Au matin, Victor avait convié son avocat et la gouvernante. La scène avait un goût de cérémonie. « Émile, dit-il, nous t'écoutons. » Le garçon inspira, sentit le bus dans sa poche, leva les yeux vers la baie vitrée où Paris ressemblait à une boîte de bijoux et prononça doucement « Je choisis Rosa ». Le silence eut la densité d'un orage. L'avocat toussa. La gouvernante écarquilla les yeux. Victor cligna des paupières, comme si la lumière s'était brusquement durcie. « La concierge », répéta-t-il entre stupeur et rire. Émile ne baissa pas la tête. « Oui, parce qu'elle sait réparer ce qui se casse et parce que, quand elle me parle, je respire plus grand. » Quelque chose, alors, se fendilla dans le blindage paternel. Le mot « réparer » circula entre les murs, chercha une place dans la mémoire de Victor, trouva une porte qu'il avait murée. Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, et Paris sembla un instant lui renvoyer son propre reflet, immense et seul. « Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne, » dit-il enfin, la voix basse. « Une concierge ? Ce n'est pas. Nous ne vivons pas dans un conte. » Émile serra le bus dans sa main. « Alors pourquoi me demander de choisir ?» demanda-t-il sans défi mais sans trembler. La question resta suspendue, plus lourde que les fortunes alignées dans les coffres. Rosa, en haut des escaliers, avait entendu son prénom. Elle hésita puis frappa doucement. Quand la porte s'ouvrit, elle resta sur le seuil, respect en bandoulière, cœur battant. Et l'histoire commença vraiment à ce seuil-là, où le luxe et la simplicité se regardèrent sans baisser les yeux. Rosa ne franchit pas la ligne du salon.
Elle tenait encore ses clés, anneaux usés comme un chapelet de métal. « Monsieur le maire, dit-elle doucement, si mon nom vous gêne, je me retirerai. Mais ne retirez pas au petit le droit de sentir ce qui lui fait du bien. » La phrase n'avait ni insolence ni servilité. Elle avait l'aplomb des choses justes. L'avocat regarda ses chaussures. Victor, lui, sentit monter la vieille fatigue des décisions irréversibles. Il voulut rappeler les règles, les milieux, les titres. Mais des souvenirs, qu'il croyait dissous, frappèrent à sa tempe. Une cuisine étroite, un hiver trop long, une femme qui chantonnait en réparant un ourlet de chemise. La chanson se mêla au trousseau de clés. Il eut peur de faiblir. « Émile retournera à l'école, conclut-il. Nous reparlerons de tout cela. » Sa voix avait perdu sa laque. Émile ne cria pas victoire. Il s'approcha de Rosa, lui prit la main comme on prend une rive. « Merci d'être venu. » Elle sourit. « On vient quand on nous appelle, mon grand. » Puis à Victor. « Si vous souhaitez parler, la loge est en bas. Les portes, c'est mon métier. Les ouvrir, les fermer, apprendre quand il faut les laisser entr'ouvertes. » Elle s'éclipsa sans bruit. Quand l'ascenseur se referma sur elle, l'appartement redevint vaste et vide. Victor s'assit, Émile aussi. Le bus cabossé posa son poids dans la main du petit. Il attendit que son père parle. Le temps n'obéissait plus à Victor. Dans la loge, Rosa rangea ses clés et soupira. Elle savait ce que le choix d'un enfant pouvait soulever de tempêtes. Elle prépara un thé et posa sur la table un carnet où elle notait les petites réparations du jour. Ampoule, boîte aux lettres, poignée. Elle ajouta une ligne, cœur d'enfant, réparer l'écoute. Puis referma le carnet, prêt aux jours qui viennent. En haut, père et fils restaient face à face au bord d'une frontière. Le millionnaire voulait un monde aligné. L'enfant venait d'y dessiner une courbe. La journée pencha, et l'annonce troublante se grava dans les murs. À partir de maintenant, rien ne suivrait plus tout à fait les lignes droites. Fin, la journée se déploya comme une corde tendue. Victor avait refermé la scène du matin avec une fermeté froide, mais ses pas dans le vaste appartement résonnaient plus durs qu'à l'habitude. Émile, lui, jouait en silence. Le bus cabossé roulait sur le tapis, montant des collines imaginaires, franchissant des rivières invisibles. Chaque fois qu'il trébuchait, le garçon le redressait avec une patience tranquille. Il ne disait rien, mais ses gestes parlaient « ce qui tombe peut se relever ». Au dîner, la gouvernante servit des plats raffinés que personne ne goûta vraiment. Victor s'efforçait de parler d'affaires, d'investissement, mais ses phrases se perdaient dans le vide. Le regard de son fils restait ailleurs, fixé sur une pensée trop grande pour un enfant et trop simple pour un adulte. Pourquoi choisir une étrangère quand la chaleur est déjà là, au rez-de-chaussée? La logique des puissants s'entrechoquait avec l'évidence du cœur. La nuit fut lourde. Victor erra dans son bureau, feuilletant machinalement des dossiers. Chaque photo de femme élégante lui semblait désormais artificielle, comme une vitrine où l'on vend du temps en costume. Il se surprit à penser à Rosa, non pas comme à une candidate, mais comme à une présence. Ses clés tintaient dans sa mémoire, et ce son minuscule fendait l'armure de son autorité. Il ferma les rideaux comme pour chasser l'image, mais l'image resta. Dans la loge, Rosa écrivait dans son carnet. Elle notait les réparations du jour, mais ajoutait parfois des pensées, comme si les murs lui parlaient. « Émile a choisi avec le cœur », inscrivit-elle. Puis elle rangea le carnet, sachant que l'aube apporterait d'autres secousses. Elle se coucha tard, le trousseau posé sur la table comme un talisman. Elle ne voulait pas croire à des miracles. Elle croyait seulement à la persistance des gestes simples. Au matin, Victor descendit plus tôt qu'à l'accoutumée. Il trouva Rosa qui balayait le couloir. Elle s'interrompit, surprise de le voir. « Vous êtes matinal, monsieur le maire. » Il hésita, puis lâcha une phrase trop sèche. « Mon fils vous a... » « Nommé ?» Rosa soutint son regard sans trembler. « Je sais, mais je ne veux pas troubler votre maison. » Sa voix ne portait ni défi ni servilité. Elle respirait la netteté de la vérité. Victor sentit une brûlure dans la poitrine, mélange de colère et de respect. Pourquoi plus tard, il convoqua Émile dans le grand salon. « Tu ne comprends pas les règles, dit-il. On ne choisit pas une concierge pour entrer dans une famille comme la nôtre. » L'enfant leva ses yeux calmes. « Alors pourquoi me demander de choisir, papa ?» La question percuta comme une flèche. Victor détourna le regard, irrité de sentir qu'il ne possédait pas la réponse. L'argent savait acheter des portes, mais pas la logique pure d'un enfant. L'après-midi, la nouvelle commença à circuler. Des domestiques chuchotaient, des voisins ricanaient,
Le fils du millionnaire veut la concierge pour belle-mère. Les échos montèrent dans les couloirs, se répandirent dans les bureaux de Victor. On y voyait une faiblesse, un désordre. Mais pour Émile, c'était une évidence, et pour Rosa un fardeau qui devenait mission. Elle se promit de protéger l'enfant des regards trop lourds, même si cela devait lui coûter la tranquillité. Le soir venu, Victor s'assit seul, un verre à la main. Il songea à son enfance, qu'il évoquait rarement. Sa propre mère avait été couturière dans une petite ville, femme de peu mais de mains solides. Il l'avait enterrée sous des couches de prestige et de mépris honteux. Or voilà que son fils réveillait ce souvenir en désignant Rosa. Était-ce une moquerie du destin ou une réparation offerte? Victor ne sut répondre, mais il comprit que la ligne droite de son plan venait de se briser. Émile, dans sa chambre, rangea le bus sous son oreiller. Il murmura « Je choisis encore Rosa ». Ce n'était pas une rébellion, c'était une promesse. Et cette promesse, même murmurée, commençait à redessiner le futur de la maison Lemaire. Le lendemain de la déclaration d'Émile, l'immeuble entier semblait retenir son souffle. Les ascenseurs montaient et descendaient avec un silence inhabituel, comme si chaque étage écoutait l'écho d'un mot prononcé trop fort. Rosa. La concierge discrète devenait soudain un nom chuchoté, un signe d'interrogation, parfois un rire étouffé. Les résidents les plus huppés échangeaient des regards complices dans le hall. « Tu as entendu? L'enfant du millionnaire veut la logeuse comme belle-mère. » La rumeur sait. Victor, lui, tenta de reprendre le contrôle. Dès le matin, il appela son avocat et son conseiller en images. « Ce n'est qu'un caprice, dit-il. Les enfants aiment les choses absurdes. » Mais l'avocat, prudent, rappela que le choix avait été annoncé devant témoins. La gouvernante, elle, ne cessait de raconter la scène avec un mélange de stupeur et d'admiration. Chaque fois qu'elle prononçait le mot « concierge », Victor sentait son autorité s'effriter un peu plus. Émile n'avait pas conscience de tout cela. Il passait la journée à dessiner dans sa chambre. Sur une feuille, il avait tracé une grande maison avec 2 portes, l'une dorée, massive, surveillée, l'autre petite, ouverte, avec une plante verte devant. Sous la première, il avait écrit « Peur ». Sous la seconde, « Rosa ». Il montra le dessin à la gouvernante, qui en resta muette. Elle le rangea discrètement, comme une pièce à conviction d'un procès invisible. Dans la loge, Rosa tentait de poursuivre ses tâches ordinaires, réceptionner les colis, arroser les plantes, aider les personnes âgées avec leurs courses. Mais les regards avaient changé. On l'observait, on la joguait. Certains la saluaient plus chaleureusement. D'autres se détournaient avec froideur. Rosa ne se laissait pas troubler. Elle répétait en elle-même « Je ne suis pas une prétendante, je suis la concierge ». Pourtant, chaque fois qu'elle croisait Émile, son cœur se serrait. L'enfant lui adressait « Tu ». Le soir, Victor confronta son fils dans le grand salon. « Émile, tu dois comprendre que certaines choses ne se font pas. Une concierge n'est pas une épouse pour un homme comme moi. » L'enfant leva la tête, ses yeux clairs plantés dans ceux de son père. « Mais elle est une maman pour un enfant comme moi. » La phrase foudroya Victor. Elle fit remonter une douleur ancienne, qu'il croyait enfouie, la voix de sa propre mère, simple et ferme, lui disant un jour « Ne crois pas qu'un titre vaut mieux qu'une main. » Victor se leva brusquement et quitta la pièce. Émile resta seul mais pas abattu. Il sentit que son choix n'était pas un caprice, c'était un poids qu'il acceptait de porter. Pour lui, ce poids avait la douceur d'un chocolat chaud, servi dans une loge éclairée, la chaleur d'une réparation de jouets faite avec patience. Il ne pouvait pas revenir en arrière, même si son père l'exigeait. Dans les étages, les domestiques chuchotaient. Certains admiraient le courage du garçon, d'autres craignaient la colère du millionnaire. Mais tous savaient que l'histoire ne pouvait plus être effacée. Le choix avait été prononcé, et chaque mot prononcé par un enfant devient, tôt ou tard, une vérité que les adultes doivent affronter. La nuit qui suivit, Victor tourna longtemps dans son lit. Le silence de l'appartement, d'ordinaire rassurant, lui pesait comme une accusation. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le regard d'Émile, cette assurance désarmante qui ne ressemblait ni à un caprice, ni à un jeu. C'était une vérité nue, et Victor craignait plus que tout d'y reconnaître un rappel de son propre passé. Au petit matin, il descendit vers la loge, mu par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas. Rosa ouvrit la porte avant qu'il n'ait frappé. Elle portait son tablier, un balai à la main. « Monsieur le maire », dit-elle en s'écartant. Il resta immobile. Le parfum de café fraîchement préparé flottait dans l'air. Il aurait voulu parler d'autorité, mais ce fut une question simple qui franchit ses lèvres. Pourquoi lui? Rosa baissa les yeux, réfléchit, puis répondit doucement «
Parce que je l'écoute. » Ces 3 mots atteignirent Victor comme une gifle. Il s'éloigna sans répondre, mais toute la journée ils résonnèrent dans sa tête. Lui, l'homme habitué aux analyses stratégiques, n'avait pas prévu cette simplicité. Écoutez. Pendant ce temps, Émile continuait de défendre son choix à voix haute. À l'école, il raconta à ses camarades que son père voulait lui donner une belle-mère et qu'il avait choisi Rosa. Les enfants éclatèrent de rire. Certains l'encouragèrent, d'autres le traitèrent de fou. Mais Émile ne broncha pas. Le soir, il répéta à son père « Je choisis toujours Rosa ». Les jours suivants, la rumeur enfla. Des journaux locaux commencèrent à s'y intéresser. Un titre apparut. « Le fils du millionnaire préfère la concierge ». Victor entra dans une rage froide. Il convoqua une réunion avec ses avocats et ses communicants. « Il faut éteindre ce feu, dit-il. Je ne peux pas être ridiculisé de la sorte. » Mais l'un des conseillers répondit « Le problème, ce n'est pas la presse. C'est votre fils. » Émile sentit la tension, mais il ne recula pas. Chaque soir, il descendait voir Rosa. Elle ne l'encourageait pas à persister, mais elle ne l'empêchait pas non plus. Elle lui parlait de petites choses. Une ampoule changée, un colis égaré retrouvé, une vieille voisine rassurée. Dans ses gestes, Émile trouvait une vérité que ni l'argent ni les costumes ne savaient offrir. Un dimanche, il demanda à son père de l'accompagner à la loge. Victor refusa sèchement. Mais Émile insista, si fort que la gouvernante murmura « Laissez-le ». Alors, à contre-cœur, Victor suivit son fils. Il entra dans cet espace étroit pour la première fois. Sur la table, un vase avec 3 fleurs, un carnet ouvert, un jouet recollé. Rien de spectaculaire, mais une atmosphère de présence. Rosa salua poliment, sans ironie. Victor s'assit, mal à l'aise. Émile, lui, souriait. « Tu vois, papa, c'est ici que je me sens chez moi. » Victor ne répondit pas. Mais en quittant la loge, il sut que le poids du choix ne pesait pas seulement sur l'enfant. Il pesait sur lui aussi. Le choix d'Émile, d'abord rumeur confinée au couloir de l'immeuble, franchit rapidement les murs pour s'étendre dans la ville. Les journaux à sensation flairèrent une histoire qui mêlait richesse, famille et transgression sociale. Le fils du millionnaire choisit la concierge. Titrèrent certains. Des blogs reprirent l'affaire. Des radios locales l'évoquèrent. L'histoire avait tout pour captiver. Un enfant innocent défiant l'ordre établi, un riche homme d'affaires confronté à l'imprévu, et une femme simple, Victor, habitué à contrôler son image publique, vit son nom associé à des caricatures. On le dépeignait comme un père tyrannique, obsédé par l'argent, incapable de comprendre son propre fils. Pire encore, certains articles faisaient de Rosa une figure héroïque, symbole de dignité et de sincérité. Elle, qui n'avait rien demandé, se retrouvait exposée au regard du monde. Dans l'immeuble, le scandale changea les relations. Des voisins qui ignoraient Rosa depuis des années commencèrent à lui adresser des sourires gênés. D'autres, au contraire, la regardèrent avec suspicion, comme si elle avait ourdi un plan pour séduire le millionnaire, par l'intermédiaire de l'enfant. Rosa supportait ces variations avec calme, mais son cœur tremblait. Elle ne voulait pas devenir le sujet d'un feuilleton mondain. Elle voulait seulement continuer à balayer les couloirs et offrir une oreille à l'enfant. Émile, lui, ne voyait pas le scandale. Pour lui, c'était simple. Il avait choisi avec son cœur. Mais il commença à remarquer que ses camarades d'école le regardaient autrement. Certains l'applaudissaient, d'autres le moquaient. « Tu veux une maman concierge ?» lança un garçon en riant. Émile serra le bus cabossé dans sa poche et répondit calmement « Oui, parce qu'elle sait réparer ce qui se casse. » Ces mots circulèrent dans la cour comme une énigme. Victor, de son côté, subissait une pression croissante. Ses associés lui demandèrent des explications. « On ne peut pas se permettre ce ridicule », affirma l'un d'eux. « Et l'opinion vous voit comme un homme faible. Nos affaires en souffriront. » Victor répliqua que ce n'était qu'une crise passagère. Mais au fond de lui, il sentait la fissure s'élargir. Car ce n'était pas seulement l'opinion publique qui le jugeait, c'était son propre fils. Un soir, il tenta d'imposer son autorité. « Émile, dit-il, tu ne répéteras plus ce choix devant personne. C'est terminé. » L'enfant le regarda sans colère, mais avec une détermination tranquille. « Papa, je ne répète pas un choix. Je répète une vérité. » Victor resta muet. Cette phrase, trop simple pour être réfutée, résonna en lui comme un jugement. La presse, de plus en plus insistante, demanda à interviewer Rosa. Elle refusa poliment, mais sa silhouette photographiée dans le hall fit la une de plusieurs journaux. On y voyait une femme modeste, cheveux attachés, tablier propre, regard digne.
Légende, la belle-mère que l'enfant a choisie. Rosa soupira en voyant l'article. Elle craignait que tout cela ne blesse Émile, plus qu'il ne le protège. Pourtant, au fond d'elle, elle ressentait une étrange fierté. L'enfant avait vu en elle une force que tenda. La tempête médiatique ne retomba pas d'elle-même. Elle changea seulement de forme. Les premiers jours, on se contenta de ragots et de photos volées. Puis vint l'heure des plateaux, où des experts, n'ayant jamais poussé une poussette ni tenu une serpillière, expliquaient ce qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant. On invita Victor. Il refusa. On invita Rosa. Elle déclina. On guetta Émile à la sortie de l'école. La directrice fit écran de son corps. La ville avait faim d'un feuilleton, mais ceux qui en portèrent la charge voulaient vivre, non jouer. Victor, pourtant, ne dormait pas. Ses partenaires menaçaient de rompre un contrat, si l'image du groupe demeurait brouillée. Il réunit ses équipes, exigea des stratégies, récita des procédures. Rien ne colmatait l'évidence. Il avait perdu la main sur le récit. Le soir, il descendait vers la loge sans raison claire. Il s'arrêtait avant la porte, écoutait le cliquetis des clés, l'odeur du café, puis remontait, vexé d'avoir hésité. Un lundi, une lettre arriva sans expéditeur. Écriture ronde. « Monsieur le maire, je fus concierge 30 ans. Mon fils est devenu médecin parce qu'une dame de l'immeuble lui a prêté des livres. Ne méprisez pas ce qui tient les maisons debout. » Victor la lut 2 fois. Il la rangea dans un tiroir puis la rouvrit la nuit venue. Ces lignes ne conseillaient pas seulement. Elles déplaçaient son centre de gravité. Émile, lui, observait les adultes s'agiter comme des oiseaux pris dans leur propre filet. Il allait et venait entre l'appartement et la loge, trouvant en bas une respiration dont il manquait en haut. Avec Rosa, il parlait peu. Il aidait. Il portait des colis légers, classait des clés factices, collait des étiquettes. « On ne choisit pas seulement avec la tête, » disait Rosa. « On choisit avec ce qu'on fait. » Alors il faisait. Et en faisant, il confirmait. La rumeur atteignit les parents d'élèves. On convia Victor à une réunion pour le bien d'Émile. On l'y sermonna en termes polis. Il encaissa de marbre. Mais un père s'approcha à la fin. « Votre fils a dit à la mienne qu'il choisissait Rosa parce qu'elle écoute. Je n'ai pas su quoi répondre. Chez moi, je n'écoute pas assez. Merci de m'avoir mis en colère pour de bonnes raisons. » Victor resta interdit. Il se surprit à serrer cette main trop fort. L'intendant de l'immeuble tenta une manœuvre. Muter Rosa dans une résidence voisine pour calmer les choses. Elle répondit « Je ne suis pas un meuble que l'on déplace quand il gêne. » Émile apprit la nouvelle et monta droit au bureau de son père. « Si elle part, je pars. » Le ton n'était pas théâtral. Il était nu. Victor sentit l'ultimatum mordre. Il ne supportait pas d'être tenu. Mais il redoutait davantage de casser son fils. Ce soir-là, Rosa s'assit à sa table et écrivit 3 phrases sur une feuille à carreaux. 1. Je ne prends pas l'enfant à son père. 2. Je n'entre pas par ruse. 3. Je ne trahirai pas le petit. Elle plia la feuille, la glissa dans une enveloppe et la porta à l'étage. Quand Victor ouvrit, elle dit simplement « Je ne vous vole rien. Je garde seulement la porte qu'il m'a confiée. L'écoute. Si vous la gardez avec moi, tout ira. » Il resta muet, la feuille au bout des doigts, comme une clé tendue sans bruit. L'onde suivante vint d'un endroit improbable. Un magazine de luxe publia un portrait. Absent, Rosa avait refusé. La page parut blanche avec seulement ces mots. L'élégance parfois dit non. L'effet fut plus fort qu'un manifeste. Les rires se turent, les moqueries pâlirent. On se surprit à trouver de la vulgarité dans ce qui, la veille, paraissait brillant. Le scandale prit alors une autre voie. Il cessa de viser la femme et l'enfant. Il se tourna vers l'homme. « Totine, que veut prouver le maire? Pourquoi contrarie-t-il un choix si inoffensif ?» Victor sentit l'étau. Il tenta une conférence de presse. À la 3e question, un journaliste demanda « Quand avez-vous pour la dernière fois écouté votre fils sans décision derrière la tête ?» Victor répondit par un chiffre, puis par un slogan, puis par un soupir. La salle comprit tout. Le soir, Émile frappa au bureau. « As-tu lu, papa ?» Il déposa la lettre de l'ancien concierge à côté de celle de Rosa. 2 papiers simples, 2 poids lourds. « Moi, je veux juste une maison qui respire. » Victor ferma les yeux. Sa mémoire lâcha une image qu'il gardait serrée. Sa mère, la nuit, réparant un manteau trop mince pour l'hiver. Il avait juré de ne plus jamais sentir le froid. Il découvrait qu'il l'avait fait entrer par une autre porte. Au matin, Victor descendit sans prévenir. Il trouva Rosa qui pansait le doigt d'un livreur, entaillé par un carton. Elle haussa un sourcil,
prêt à tenir sa dignité comme un bouclier. Il dit « Je me suis trompé d'adversaire. Ce n'est pas moi. Non, c'est ce que j'ai voulu oublier. » Elle souffla. « Alors souvenez-vous. » Émile surgit, les yeux brillants. Victor s'agenouilla, malhabile. « Je ne promets rien que je ne puisse tenir, mais je vais essayer d'apprendre. Tu m'aideras ?» L'enfant hocha la tête, gravement, comme on noue un pacte. La ville n'aima pas l'absence de dénouement tonitruant. Elle espérait un mariage, un procès, une fuite. Elle eut un virage lent. Pourtant, quelque chose bougea. Dans l'immeuble, on cessa de dire « la concierge ». On dit « Rosa ». Au travail, Victor demanda des prénoms avant des chiffres. Et partout, une question se mit à circuler, sans journaliste pour l'annoncer. Que vaut une maison où l'on n'écoute pas les enfants? Le scandale s'épuisa, mais il laissa un sillage, comme ces parfums qui reviennent quand on ouvre un tiroir. On aurait pu croire l'histoire close. Elle commençait seulement. Car choisir, Émile l'avait compris, n'est pas une parole faite une fois. C'est une direction qu'il faut tenir chaque jour, même quand personne ne regarde. Et ce soir-là, tandis que la loge fermait doucement et que les étages apaisaient leur lumière, 3 volontés s'alignèrent sans bruit. L'enfant au bus cabossé, la femme aux clés et l'homme qui apprenait à écouter. Le reste ferait du bruit. Feu ferait, patiemment, une maison. Quelques jours plus tard survint la première épreuve. Le conseil d'administration convoqua Victor pour clarifier la situation. Dans la salle vitrée, on parla parts et réputations. Victor dit simplement « Je ne commenterai pas la vie d'un enfant. Je veux des maisons qui ressemblent à des maisons. » Attaque, on le fixa. Pourtant, les chiffres n'infirmaient pas l'apaisement des équipes. Le soir, il écrivit à Rosa « Merci d'avoir gardé la porte. » Elle répondit « Merci d'avoir laissé une lumière. » Émile lut et sourit. Il savait que des tempêtes viendraient et qu'ils avaient désormais un abri, une écoute partagée, assez robuste pour l'orgueil, assez souple pour la faiblesse. Dès lors, le scandale devint rumeur, et au centre, 3 chaises restèrent vides pour s'asseoir et comprendre. Alors oui, l'orage médiatique avait cessé, mais il avait laissé des traces. Dans les salons où Victor évoluait, on n'osait plus plaisanter ouvertement, mais les regards avaient changé. Derrière chaque poignée de main, il devinait une curiosité mal contenue. « Est-ce vrai que ton fils veut la concierge pour belle-mère » Ces fissures invisibles le poursuivaient jusque dans ses réunions. Chaque décision semblait scrutée à la lumière de cette histoire intime, devenue publique. Pour Émile, les fissures prenaient une autre forme. À l'école, on l'admirait parfois, on le jalousait aussi. Certains camarades l'encourageaient. « Tu es courageux, tu as dit ce que tu voulais. » D'autres ricanaient. « Ta maman sera la dame des poubelles. » Il serrait le bus cabossé dans sa poche et se souvenait des mots de Rosa. « Ce qui se casse peut se réparer. » Chaque fois qu'il le ressortait pour le faire rouler, il reprenait confiance. Rosa, quant à elle, voyait les fissures se creuser dans sa loge. Ses journées s'étaient alourdies de gestes supplémentaires. Répondre aux journalistes qui insistaient, calmer les voisins curieux, rassurer les anciens qui craignaient de perdre leurs repères. Elle se répétait qu'elle n'avait rien cherché, mais elle comprenait que depuis le choix d'Émile, chaque acte, même banal, était interprété comme une preuve. Si elle offrait un bonbon, on disait qu'elle materne. Si elle refusait une demande, on murmurait. Victor observait tout cela de loin, incapable de reprendre le contrôle complet. Une nuit, il consulta ses archives personnelles. Dans une boîte oubliée, il retrouva des cahiers d'enfance. Il revit des phrases écrites de la main de sa mère. « Ne méprise pas celui qui balaie. Il balaie aussi ta poussière. » Ces mots le heurtèrent. N'avait-il pas passé sa vie à mépriser ce qu'il avait pourtant reçu en héritage? Cette fissure intérieure, longtemps recouverte d'or, s'élargissait à présent. La gouvernante remarqua ses absences, ses silences. Elle osa un soir « Monsieur, votre fils n'a pas choisi contre vous. Il a choisi pour lui. » Victor ne répondit pas, mais la phrase resta suspendue comme une lumière faible. Pendant ce temps, Émile continuait de fréquenter la loge. Il y trouvait un apaisement que nul autre lieu ne lui donnait. Rosa lui apprenait à huiler une serrure, à recoller une étiquette, à écouter sans interrompre. « Les fissures, disait-elle, ne sont pas des fins, elles sont des débuts, si tu sais les regarder. » L'enfant hochait la tête, comme si ces leçons simples bâtissaient une forteresse intérieure. Mais plus la paix s'installait en bas, plus la tension montait en haut. Victor reçut une invitation d'un de ses associés. Un dîner mondain où seraient présents plusieurs investisseurs étrangers. Il y vit une chance de prouver que son autorité restait intacte.
Il demanda à Émile de l'accompagner, pensant montrer une image unie. Mais l'enfant, sans hésiter, répondit « Je préfère dîner avec Rosa ». Cette réponse, dite sans malice, fit trembler Victor, car elle révélait la fissure la plus douloureuse, celle qui séparait un père de son fils. Le soir du dîner des investisseurs, la fissure entre Victor et son fils prit la taille d'un ravin. Il arriva seul, costume parfait, voix huilée, sourire de vitrine. À sa droite, on commentait l'actualité. À sa gauche, on ricanait sur la romance de la loge. Il força un rire qui mourut aussitôt. On lui demanda des chiffres, des assurances, une direction. Il répondit, mais ses phrases, pour la première fois, ne l'obéissaient plus. Elles tombaient devant lui comme des pièces fausses. Au dessert, un associé plaisanta sur l'éducation sentimentale. Victor posa son verre, entendit le cliquetis net et ressentit un déplacement en lui. Ce qu'il protégeait n'était peut-être pas son image, mais une peur ancienne. Pendant ce temps, Émile dînait dans la loge, sur une table étroite. Une soupe claire fumait, un pain encore tiède craquait, un bouquet de thym apportait un parfum de jardin. « Comment tout a dit, Fatim? Comment s'est passée ta journée ?» demanda Rosa. L'enfant parla de l'école, d'un camarade triste, d'une maîtresse fatiguée. « Je lui ai prêté mon bus, » conclut-il. Rosa hocha la tête. « Tu as ouvert une porte. » Ils mangèrent sans hâte, en écoutant une vieille chanson qui grésillait sur la radio. L'ombre de la lampe dessinait sur le mur un bus minuscule. Émile le fit rouler du doigt, pour vérifier que les routes existent vraiment quand on les imagine ensemble. Plus tard, un incident fit vibrer l'immeuble. L'ascenseur se bloqua entre le 3e et le 4e, avec une dame âgée à l'intérieur. On appela le service technique. Il ne viendrait qu'au matin. Les voisins proposèrent des solutions théoriques, toutes plus risquées les unes que les autres. Rosa prit sa caisse à outils, monta par l'escalier, parla par la porte. « Je suis là, madame. Respirez avec moi. » Elle glissa une lampe et une bouteille d'eau par l'entrebâillement. Émile blême lui tenait la main. Victor rentra du dîner, ôta sa cravate, écarta les curieux, immobilisa la cabine avec le bouton d'arrêt, coordonna la manœuvre avec Rosa. La cage vibra, descendit d'un souffle, la porte céda. La vieille dame sortit, haletante, et serra la main de l'enfant. « Vous avez une bonne loge, » murmura-t-elle. Après l'incident, Victor descendit à la loge. « Merci, » dit-il simplement. Rosa servit un verre d'eau. « Ce n'est pas grand-chose, c'est mon travail. » Il s'assit sur une chaise trop basse pour son orgueil. « J'ai peur qu'on me vole mon fils. » Elle le regarda sans dureté. « On ne vole pas un enfant qu'on écoute. » La phrase entra en lui comme une lame froide et nette. Il n'opposa pas d'argument. Au moment de partir, il risqua « Comment fait-on pour apprendre à écouter ?»« On commence par se taire, » répondit-elle, en lui ouvrant la porte comme on ouvre un passage. Les jours suivants, des coutures apparurent dans le tissu de la maison. Dans l'appartement, Victor coupa ses réunions du soir, laissa Émile raconter sans l'interrompre, apprit à poser des questions sans dégainer la conclusion. À l'école, l'enfant répondit aux moqueries par des gestes. Un goûter partagé, une invitation au ballon pour celui qui reste sur le banc. Dans la loge, Rosa afficha une note. Porte ouverte de 18h à 19h. On peut parler sans être pressé. Les fauteuils se remplirent vite. On y dit des colis perdus, mais aussi des deuils, de la fatigue, des voisins qu'on n'osait pas déranger. Peu à peu, la loge devint un petit port. Un après-midi, Victor demanda à Rosa de monter. Une fuite au robinet. Elle posa l'escabeau. Émile tint la lampe. Victor essuya la goutte. « On dirait une équipe », souffla l'enfant. Personne ne répondit, mais un sourire discret circula. Quand l'eau cessa de perler, Victor rit doucement. Ce rire-là n'était ni excuse ni capitulation. C'était une détente. Émile rangea la lampe avec sérieux, comme on range un drapeau. La rumeur, elle, cherchait un dernier éclat. Un photographe tenta de surprendre Rosa et Émile main dans la main. Émile dit « Je garde ma main pour réparer des bus ». La photo parut floue, sans scandale à vendre. Peu à peu, la curiosité se lassa de ne trouver ni chute, ni triomphe. Restait l'essentiel, un quotidien qui apprenait à tenir. Dans le hall, on disait « Bonsoir », un peu plus fort. Les portes mettaient une seconde de plus à se refermer, laissant à un sourire le temps d'exister. Vint alors la question que personne n'avait osée. Que voulait vraiment l'enfant en désignant Rosa? Une belle-mère? Une mère? Ou un monde où l'on prenne soin de ce qui casse? Victor osa la poser un soir au bord d'un puzzle épars. Émile répondit
Je veux que la maison respire. Rosa sait ouvrir. Toi, tu sais protéger. Si vous faites les deux, je n'ai plus peur. La promesse tenait dans cette géométrie simple. Une porte, une main, un souffle. Victor répéta ces mots comme une formule d'architecture intérieure, et il sentit la maison bouger, très légèrement vers un équilibre. Un dimanche, Victor invita les résidents à un goûter dans le hall. Pas de discours, pas de ruban. Il apporta des gâteaux. Rosa fit du chocolat. Émile distribua des serviettes. On posa sur une table un cahier de voisinage. Chacun y écrirait ce qu'il voulait voir réparé, dans les murs et entre les gens. La dame de l'ascenseur signa la première. « Merci de ne pas m'avoir laissé seul. » Puis vinrent des demandes d'ampoule et des souhaits de prénoms, de bonjour, d'escaliers balayés sans soupir. Chaque signature ajouta un clou invisible pour tenir les jours. Le soir, Victor posa la main sur l'épaule d'Émile. « Je ne sais pas encore ce que sera notre famille. Mais je sais ceci. Rosa restera Rosa et toi, tu resteras toi. Nous n'avons pas besoin de tout renommer pour tenir nos promesses. » L'enfant serra son buste comme un talisman. Dans l'ombre, la fissure devint une ligne de vie où la lumière accroche. Demain apporterait des examens et des regards. La maison avait trouvé un centre, une écoute partagée, capable d'accueillir la force et la faiblesse sans hiérarchie. Tard, quand tout dormit, Victor demeura à la fenêtre. La ville clignotait comme un tableau de bord, mais les voyants qui comptaient n'étaient plus ceux de ses affaires. Il pensa à sa mère penchée sur un ourlet, au froid de jadis, aux promesses qu'il s'était faites contre le manque. « J'ai fermé des portes pour ne plus trembler », murmura-t-il. « Il est temps d'en ouvrir. » Le lendemain, il écrivit 2 invitations simples. Dîner à 3, sans domestique, sans protocole. On parlerait peu, on écouterait mieux. Et l'on mangerait chaud, à heure simple, comme autrefois. Le soir venu, la table fut mise sans après. 3 assiettes, un plat de pâtes, une carafe d'eau. Rosa vint en blouse simple. Émile parla de l'école et des fourmis. Victor écouta sans hâter. Puis il dit, maladroit mais vrai, « On ne choisit pas une belle-mère comme une adresse. Mais je peux apprendre à faire de la place. » Rosa sourit. « C'est suffisant pour commencer. » Cette nuit-là, la maison ne dressa pas un mur. Elle ouvrit un passage les jours suivants, confirmèrent ce que chacun pressentait. Rien ne serait simple. Le choix d'Émile avait fissuré l'image de Victor, certes, mais il avait aussi créé une attente. Dans l'immeuble, certains voyaient dans Rosa une héroïne silencieuse. D'autres, une menace à l'ordre social. Chaque sourire qu'on lui adressait portait un jugement caché. Elle, pourtant, continuait d'arroser ses plantes et de balayer les couloirs comme si de rien n'était. Mais dans son carnet, elle écrivait de plus en plus souve. Victor, de son côté, sentit ses affaires chanceler. 2 partenaires étrangers annulèrent un contrat, prétextant un manque de cohérence. La vraie raison était ailleurs. On doutait de sa stabilité. Il fulminait, mais au fond, il savait que l'image du père défié par son fils collait désormais à sa peau. Dans les couloirs feutrés de la finance, ce n'était pas un détail, c'était une faille. Pour la première fois, s'il hésita avant de signer un document, comme si la plume tremblait au-dessus de sa propre eau. Émile, lui, commençait à comprendre que son choix avait des conséquences. À l'école, on l'interrogeait. « Tu veux vraiment que ta maman soit la concierge ?» Il répondait calmement « Je veux qu'on écoute mon cœur. » Mais à 9 ans, on n'a pas toujours la force de répéter 1000 fois la même vérité. Le soir, dans sa chambre, il dessinait des maisons avec des portes grandes ouvertes. Chaque dessin semblait un vœu adressé au monde, que l'on cesse de fermer trop vite. Un incident marqua un tournant. Un soir d'hiver, une panne de chauffage toucha tout l'immeuble. Les résidents, furieux, appelèrent Victor comme s'il était responsable. Lui se tourna vers Rosa. Ensemble, ils organisèrent une distribution de couvertures, firent bouillir de l'eau pour préparer des bouillottes. Émile participa, courant d'un étage à l'autre. À 3, ils transformèrent une nuit glaciale en veillée solidaire. Au petit matin, la chaleur revint. Mais quelque chose avait changé. Plusieurs voisins de Victor observa cette scène, troublé. Lui qui avait bâti des fortunes sur la compétitivité, découvrait qu'une panne avait révélé une richesse qu'il ne possédait pas, la confiance des autres. Rosa, épuisée mais souriante, lui dit en rangeant ses clés, « Les épreuves montrent qui répare et qui regarde. » Il baissa les yeux. Pour la première fois, il sentit qu'il préférait réparer que régner. Les jours suivants furent une succession d'épreuves modestes et décisives. La panne de chauffage avait laissé un sillage de fraternité, mais aussi une fragilité nouvelle. On mesurait à quel point la maison tenait à des gestes qu'on ne voyait pas.
C'est alors qu'une lettre échoua sur le comptoir de la loge, frappée d'un tampon sec. La société de gestion annonçait un audit pour dysfonctionnement répété. Rosa lut sans trembler. Elle y entendit moins une inquiétude qu'un prétexte. Elle plia la feuille, rangea sa peur avec, puis monta prévenir Victor. Le millionnaire prit la lettre, la relut, et dit d'un ton qu'il voulait ferme. « On ne vous déplacera pas. »« Pas de guerre, monsieur le maire, » répondit-elle. « De la clarté. » Le soir même, une affichette apparut dans le hall. Samedi 18h, réunion ouverte. Épreuve, solution, mémoire des lieux. Les ascenseurs la reflétèrent comme une petite lampe. La semaine qui suivit éprouva chacun à sa manière. À l'école, Émile subit les moqueries. Le fils à la loge, le garçon à la clé. Il serrait son bus cabossé dans la paume et comptait jusqu'à 10, comme Rosa le lui avait appris. Inspire comme le pain chaud, expire comme la soupe. Le geste calmait la houle. Un jour, il leva la main pour dire qu'un camarade avait mal au ventre de peur. La maîtresse écouta. Un rendez-vous fut pris et le camarade lui glissa merci en sortant. Émile se dit qu'on répare aussi en parlant pour ceux qui n'osent pas. Victor, de son côté, affronta des investisseurs décidés à mettre la pression. Il les laissa dévider leurs calculs, puis répondit sans posture « Je ne vendrai pas la cohérence d'un enfant pour acheter votre confort. » Il perdit 2 contrats. Mais 3 partenaires, silencieux jusque-là, lui proposèrent un engagement long, parce qu'une maison qui écoute tient mieux dans la durée. Le soir, il passa à la loge avec un demi-sourire. « Vos méthodes me coûtent et me réparent. »« C'est le prix juste, » dit Rosa. Le samedi arriva. On déplia des chaises, on fit du café, on posa un cahier sur une table. Les voisins vinrent par curiosité, puis par besoin. On parla d'ascenseurs, de boîtes aux lettres, de pannes. La parole glissa bientôt vers d'autres manques. Solitude, deuil, fatigue, Rosa tenait le fil sans serrer. Émile distribuait des verres d'eau. Une vieille dame grave avoua « J'ai cru que la loge n'était qu'un trou. »« C'est une place. » L'air changea légèrement, comme si quelqu'un avait entrouvert une fenêtre. Au milieu de la réunion, l'intendant entra, dossier serré, et récita des règlements. « L'image de marque exige, » commença-t-il. Victor se leva, non pour écraser, mais pour nommer « Cette maison tient parce que la loge tient. Vous voulez déplacer une clé qui ouvre, sous prétexte qu'elle grince. » Un murmure d'approbation courut. Rosa ne triompha pas. Elle demanda seulement un engagement écrit. L'audit porterait sur des faits, et la loge resterait un lieu d'accueil. L'intendant pris de court accepta de signer un protocole. Le lendemain, la rumeur enfla d'une autre manière. On accusa Rosa de manipuler l'enfant. Émile refusa de se cacher. Il demanda à parler devant sa classe. Il dit d'une voix qui tremblait un peu « J'ai choisi Rosa parce qu'elle m'écoute. Personne ne m'a forcé. J'aimerais qu'on respecte mon choix comme je respecte les vôtres. » Le silence qui suivit avait une qualité nouvelle. La directrice serra sa main. Le soir, Victor lui dit « Tu as été plus brave que moi. »« Toi, tu es venu à la réunion. » répondit l'enfant. 3 jours plus tard, une grippe cloua Rosa au lit. La loge sembla soudain trop grande. Les colis s'empilèrent. Les ampoules attendirent. Alors, sans consigne, des voisins s'organisèrent. La dame de l'ascenseur tint le registre. Le jeune du 7e resta 1 heure chaque jour. Émile fit la tournée des boîtes. Victor changea un filtre, maladroit mais appliqué. Quand Rosa revint pâle et souriante, elle trouva des fleurs et un mot. « On t'a gardé la porte. » Elle répondit « Je la garde avec vous. » La fatigue pesait, mais elle n'était plus seule à porter. L'audit arriva enfin. 2 inspecteurs arpentèrent caves et toits, posèrent des questions, notèrent des défauts réels et des progrès en cours. Ils furent surpris par le cahier de voisinage. « Pourquoi tant de signatures ?» demanda l'un. « Parce que les gens se sentent attendus, » dit Rosa. Le rapport conclut au maintien de la loge et recommanda de la reconnaître comme point d'accueil social. L'intendant signa, la mine basse. Pour fêter cela, Émile proposa un goûter simple. Sur la table, on posa des quartiers de pommes, un gâteau encore tiède, des verres d'eau. Les voisins passèrent sans protocole, déposèrent un mot dans le cahier, repartirent plus droit. Victor, qui n'aimait pas les rites, découvrit qu'il savait désormais attendre qu'une phrase finisse. « C'est nouveau », dit-il à mi-voix. Rosa rit doucement. « C'est une belle réparation. » Avant de remonter, Victor sortit une clé neuve. « C'est un double de chez nous. Je ne te demande pas de l'utiliser. Je veux seulement que tu saches que la maison ne se ferme plus contre toi. » Rosa la tourna entre ses doigts, puis la repoussa. « Garde-la. La confiance se porte d'abord en soi. »
Émile regarda l'un et l'autre et crut entendre une serrure intérieure céder sans bruit. Au crépuscule, tous trois s'assirent sur le banc devant l'immeuble. La ville clignotait. L'air promettait la pluie. Victor dit enfin « Je ne sais pas si je t'appellerai un jour belle-mère, mais je sais ceci. Sans toi, j'aurais conservé une forteresse. Tu m'aides à faire une maison. » « Ça, une forteresse n'abrite pas les cœurs, » répondit Rosa. Émile posa son bus sur le bois, le fit rouler et murmura « On a réparé encore un peu. » La nuit venue, Victor resta éveillé plus longtemps que d'habitude. Il relut la lettre de l'audite, puis le petit mot « On t'a gardé la porte ». Entre ces deux papiers tenait sa métamorphose. D'un côté, la langue froide des procédures. De l'autre, la chaleur précise d'une promesse tenue. Il pensa à sa mère, penchée sur un ourlet, à la gêne qu'il avait longtemps ressentie devant les métiers du soin et du service. « J'ai confondu protection et séparation », murmura-t-il. Il se leva, écrivit à la main 3 lignes qu'il glissa dans le cahier de voisinage. « Je m'engage à écouter d'abord. Je m'engage à nommer les personnes avant les fonctions. Je m'engage à dire pardon quand je tarde. » Le lendemain, Émile lut ces lignes et les médita comme on lit une carte. Il comprit que les épreuves ne disparaissaient pas. Elles devenaient des chemins. À l'école, il invita 2 moqueurs à jouer au ballon. L'un accepta, l'autre refusa, mais tous deux cessèrent de ricaner. Dans la loge, il apprit à graisser une charnière sans tacher le sol. La discrétion, dit Rosa, c'est quand la réparation ne réclame pas l'applaudissement. Il hocha la tête, sérieux comme un petit artisan. Il sourit, la pluie apaisa tout. L'hiver céda lentement. Dans l'immeuble, les tensions s'étaient apaisées, mais chacun savait que l'histoire n'était pas close. Les conversations se faisaient plus feutrées, les regards plus discrets, comme si la curiosité s'était changée en attente. On attendait une suite, une confirmation, un geste qui scellerait ce que l'enfant avait ouvert. Victor, lui, avançait dans un état étrange. Ses journées de travail semblaient intactes. Réunions, contrats, voyages rapides. Mais sous la surface, une voix le troublait. C'était celle de sa mère mêlée à celle d'Émile. 2 timbres différents qui disaient la même chose. « Écoute. » Il s'étonnait de constater qu'écouter ne lui ôtait pas son autorité. Au contraire, cela la rendait plus stable. Pourtant, une peur persistait. Et si tout cela n'était qu'une parenthèse, une illusion fragile qui se briserait au pro, un soir, il fut convoqué par son conseil d'administration. Les actionnaires, fatigués des rumeurs, exigeaient une clarification. « Monsieur le maire, dit l'un d'eux, vous êtes libre dans votre vie privée, mais votre fils vous place sous un projecteur peu flatteur. Où en êtes-vous » Victor inspira profondément. Puis il prononça une phrase qui surprit même ses lèvres. « J'apprends à être père. » Le silence se fit. Certains haussèrent les sourcils, d'autres soupirèrent, mais aucun ne rit. Le lendemain, une braie. Pendant ce temps, Émile grandissait vite, comme si son choix l'avait fait avancer de plusieurs années. Ses maîtres remarquèrent sa maturité, sa capacité à défendre ses camarades. Un jour, il fit une présentation sur « ce qui répare les choses ». Il montra son bus cabossé, expliqua que Rosa l'avait recollé, puis ajouta « Les cœurs aussi, ça se répare, mais pas avec de la colle, avec du temps et de l'écoute ». La classe resta suspendue à ces mots. La maîtresse nota « Élève à part, force tranquille ». Rosa, de son côté, reçut une visite inattendue. Une femme élégante, manteau sombre, vint à la loge. « Je suis journaliste », dit-elle. « On veut écrire sur vous. » Rosa secoua la tête. « Non, laissez-moi mes clés. » Mais la journaliste insista. « Alors dites-moi au moins ce que vous refusez. » Rosa répondit calmement. « Je refuse de devenir une histoire. Je veux rester une personne. » Ces mots furent cités dans un article. Et paradoxalement, ils renforcèrent son image. Aux yeux du public, elle devint... Victor lut l'article bouleversé. Pour lui, ces mots étaient un miroir. N'avait-il pas passé sa vie à devenir une histoire, le self-made man, le millionnaire conquérant, au point d'oublier d'être une personne? Le soir, il descendit à la loge. « Vous avez raison, dit-il à Rosa. J'ai joué un rôle si longtemps que j'en ai oublié ma voix. » Elle lui servit un café, répondit. « Alors reprenez-la. » Pas pour moi, pas pour Émile. Pour vous. Cette nuit-là, Victor relut les cahiers de son enfance. Sur une page jaunie, il trouva une phrase tracée par sa mère. « Quand on ferme une porte, ouvre une fenêtre. » Il comprit soudain que l'histoire d'Émile n'était pas un scandale à gérer, mais une révélation à accueillir. Le choix de son fils n'était pas un caprice, c'était une boussole.
Le lendemain, Victor prit une décision qui n'avait rien d'un coup d'éclat, mais tout d'un point d'appui. Il invita quelques résidents à une rencontre simple dans le hall. Pas de traiteur, pas de micro, seulement des chaises et un thermos. Il parla sans note. « J'ai voulu que la maison ressemble à ma réussite. J'aimerais désormais que ma réussite ressemble à une maison. » On sourit, on toussa, on se reconnut. Rosa resta au fond, attentive, les clés dans la main comme un pendentif. Après la réunion, Émile entraîna son père vers la loge. « Tu as entendu » demanda l'enfant. Victor hocha la tête. « J'ai surtout entendu ce que je n'ai pas dit. » Rosa servit 3 tasses. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il consolidait. « Je ne cherche pas un titre, monsieur le maire, dit-elle. Je cherche des gestes tenables. » Il répondit. « Alors aidons-nous à les tenir. » Les révélations, parfois, ne se manifestent pas par des confessions, mais par des usages nouveaux. On décida que la loge garderait une heure quotidienne d'écoute ouverte. On ajouta un carnet de choses réparées, où chacun, résident ou employé, noterait un merci précis. On installa un banc à l'entrée. Ce banc changea la géographie du lieu. On s'y posait pour un souffle. On y croisait des voisins qu'on n'aurait pas salués la veille. La presse revint, flairant un storytelling. Victor accepta un entretien à une condition, pas de photo d'Émile, pas de regard volé sur Rosa. Il dit une phrase claire. « Ce que mon fils a choisi n'est pas une femme à épouser. C'est une manière d'habiter. » Le journaliste décontenancé insista. « Et Rosa ?» Victor répondit sans détour. « Elle reste Rosa. Si la dignité a besoin d'un costume pour se montrer, c'est que nous avons raté la couture. » L'article fit du bruit, puis du bien. Rosa, ce soir-là, resta longtemps devant sa petite fenêtre. La ville chuchotait. Le couloir sentait le bois ciré. Elle pensa à la route parcourue depuis le jour où l'enfant avait prononcé son nom. Elle n'avait pas rêvé d'entrer dans la vie d'un milliardaire. Elle avait rêvé, plus humblement, de ne pas laisser les jours s'ébrécher. Pourtant, voici que son usage des clés avait ouvert des chambres d'air dans 3 cœurs. C'est alors que survint une dernière révélation, plus intime. En rangeant des cartons oubliés, Émile retrouva un vieux magnétophone. Sur une cassette, la voix de la mère de Victor chantonnait une comptine et disait à un petit garçon « Tu n'auras pas toujours froid ». Il monta l'appareil, appela son père et Rosa, appuya sur lecture. La voix emplit la pièce. Victor ferma les yeux. Une larme rare échappa. « J'ai fait de ma chaleur un mur. »« Oh » murmura-t-il. Rosa répondit doucement, faisant un feu. 11. À partir de ce soir-là, Victor déplaça son bureau un soir par semaine dans le hall. Il répondait à ses mails en saluant les voisins, levait les yeux quand on passait, apprenait des prénoms, perdait du temps avec méthode. Émile corrigeait sa posture. « Tu fais peur quand tu fronces, papa. » On riait. Perdre ce temps donnait de la place au reste. Un samedi, l'immeuble organisa une fête discrète. Guirlandes de papier, gâteaux maison, chansons sur une enceinte fatiguée. Quelqu'un demanda un discours. Victor fit non. Rosa aussi. Alors Émile se plaça sur le banc et dit « J'ai choisi Rosa parce qu'elle écoute. Papa a choisi d'écouter parce qu'il m'aime. Je voudrais que nous choisissions tous de réparer ce qui casse. » Il eut peur d'avoir trop parlé, puis regarda Rosa. Elle acquiesça les yeux brillants. La dernière révélation, peut-être la plus décisive, se fit au retour de la fête. Victor, dans l'ascenseur, demanda « Émile, veux-tu que j'épouse Rosa ?» L'enfant réfléchit, sérieux. « Je veux d'abord que tu continues d'apprendre. Après, on verra. » Les titres courent plus vite que les gestes. L'ascenseur s'arrêta. Ils rirent tous les 3, soulagés d'avoir posé pour une fois la bonne question au bon moment. Ce chapitre se ferma sans pacte tonitruant, sans compte achevé. Il se ferma comme se ferment les portes bien réglées, sans claquer. On savait désormais ce qui tenait la maison. Une écoute partagée, des promesses modestes, des révélations qui ne visaient pas à éblouir, mais à éclairer juste. Et dans ce clair-obscur, la suite pouvait commencer. On comprit alors que les révélations n'étaient pas des éclairs isolés, mais une lumière d'usage qui enseigne à ouvrir les portes sans faire de bruit. Oui. Le printemps s'installa, et avec lui une respiration nouvelle dans l'immeuble. Les fleurs de la cour éclosaient, comme si elles confirmaient silencieusement le chemin parcouru. Les tensions s'étaient apaisées, mais quelque chose d'autre avait pris racine. Une manière de vivre ensemble où la loge n'était plus seulement un lieu de passage, mais une mémoire active. Émile observait cela avec la gravité joyeuse des enfants, qui sentent que leur geste a compté. Un matin, il descendit avec un cahier qu'il avait commencé. Sur la couverture, il avait écrit en lettres tremblantes « Livre des réparations ».
Dedans, il notait non seulement les petites réparations matérielles, une poignée graissée, une ampoule changée, mais aussi les réparations invisibles. « Ah, j'ai prêté mon bus. Papa m'a écouté jusqu'au bout. Un rosa a chanté pour la vieille dame du 4e. Chaque page ressemblait à une pierre posée sur un chemin qu'il voulait solide. Rosa, ému, feuilleta. Victor découvrit ce cahier par hasard un soir. Il lut en silence les phrases d'enfant. Ce n'étaient pas des poèmes, mais elles avaient plus de force qu'un rapport financier. Réparé, papa a souri sans juger. Il referma le cahier et sentit qu'il venait de recevoir une leçon qu'aucun conseil d'administration n'aurait su lui donner. Il comprit que l'héritage qu'il laisserait à son fils ne serait pas ses immeubles, mais sa capacité à sourire sans juger. La nouvelle se répandit dans l'immeuble. Émile écrivait un livre des réparations. Les voisins commencèrent à proposer des ajouts. Réparer, la voisine a partagé son pain. Réparer, l'ascenseur a attendu une seconde de plus. Le cahier circulait, s'enrichissait, devenait un témoin collectif. Un jour, Rosa déclara « Ce cahier, c'est mieux qu'un registre de comptes. C'est la preuve que les fissures ne sont pas des failles, mais des appels. » Pour Victor, cette évolution fut un choc. Lui qui avait bâti sa fortune sur des colonnes de chiffres, voyait désormais un autre type de colonne. Celle des gestes tenus, des paroles rendues. Il invita ses associés à venir voir. Certains rirent. Un cahier d'enfant, mais en feuilletant, ils s'arrêtèrent sur des phrases simples. L'un murmura « Si nos bilans ressemblaient à ça, nous aurions moins peur des crises. » Victor ne dit rien. Il savait que la vraie crise, il l'avait traversée en lui-même. Un après-midi, Émile proposa une cérémonie étrange. On devrait lire des morceaux du cahier, comme on lit une histoire. On s'installa dans le hall sur des chaises pliantes. Chaque voisin lut une phrase. Quand vint le tour de Victor, il lut d'une voix basse « Réparé, j'ai dit pardon ». Un silence se fit. Puis les applaudissements éclatèrent, non pour flatter, mais pour sceller une vérité partagée. Rosa, ce soir-là, rangea ses clés avec lenteur. Elle sentit que son rôle avait changé. Elle n'était plus seulement la gardienne des portes, mais aussi la gardienne d'une mémoire vivante. Elle pensa « Peut-être que l'héritage, ce n'est pas ce qu'on transmet après nous, mais ce qu'on fait circuler autour de nous. » Elle se coucha avec cette phrase, comme une lampe intérieure. Les semaines passèrent et le cahier des réparations devint un objet précieux. Chaque jour, de nouvelles lignes s'y ajoutaient, comme des battements de cœur consignés. Émile y veillait avec sérieux. Rosa le protégeait comme une relique. Victor le consultait en silence. Ce cahier n'était plus seulement celui d'un enfant. C'était devenu l'archive vivante d'une communauté qui apprenait à tenir debout autrement. Un soir de mai, l'immeuble organisa une fête improvisée. Pas de traiteur, pas de décoration coûteuse. Chacun apporta quelque chose. Une tarte encore chaude, une salade simple, une bouteille partagée. Le hall résonnait de rires qu'on n'y avait jamais entendu. Victor, debout près de la fenêtre, observa. Il vit des gens qui n'avaient jamais échangé s'asseoir côte à côte. Des voisins de 20 ans se tutoyaient pour la première fois. Des enfants courir sans crainte. Et au milieu, Émile, rayonnant, tenant son busco. Rosa, émue, s'approcha de Victor. Dit-elle doucement. Il hocha la tête. Oui, et je comprends enfin ce que voulait dire ma mère quand elle parlait d'une maison. Rosa répondit, une maison, ce n'est pas des murs, c'est ce qui circule entre eux. Le millionnaire, habitué aux briques et aux chiffres, laissa ces mots l'imprégner comme une évidence tardive. Au cœur de la fête, Émile monta sur une chaise et lut un passage du cahier. Réparé. J'ai joué avec quelqu'un que je n'aimais pas et j'ai fini par l'aimer un peu. La salle applaudit. L'enfant continua. Réparé, papa a attendu ma phrase. Les regards se tournèrent vers Victor. Il sourit, gêné, mais pas fuyant. Il accepta l'applaudissement. Non comme une gloire, mais comme une promesse à tenir. Plus tard dans la soirée, Victor prit Émile à part. « Tu m'as appris plus que tous mes professeurs, dit-il. Tu voulais une belle mère, et tu m'as donné un maître. » L'enfant répondit simplement. « Ce n'est pas moi, c'est Rosa. Moi j'ai seulement montré. » Ces mots, d'une limpidité enfantine, frappèrent Victor comme une bénédiction. Les révélations continuaient de se déplier. Victor décida de réorganiser certains de ses projets immobiliers. Au lieu de construire des tours froides, il lança un programme qu'il baptisa « Maisons ouvertes », s'inspirer du cahier des réparations. Ses associés furent d'abord sceptiques, puis séduits par l'impact social et l'image positive. La presse s'en empara. Mais cette fois, Victor n'eut pas honte. Ce récit n'était pas une manipulation, mais une extension sincère de ce qu'il vivait. Un matin,
Émile entra dans le bureau de son père avec une idée. On devrait faire plusieurs cahiers. Un pour l'école, un pour le quartier, un pour la ville. Victor sourit. Et qui les écrira? Tous? Tout le monde, Hayes. L'enfant haussa les épaules comme si la réponse allait de soi. Rosa, en entendant cela, se dit qu'elle assistait peut-être à la naissance d'une tradition. Les voisins adoptèrent cette habitude. On commença à parler d'écriture des réparations comme d'une activité commune. Les fissures, qui autrefois séparaient riches et modestes, se refermaient peu à peu, remplacées par des liens ténus mais solides. L'héritage d'Émile n'était pas un bien matériel, mais une pratique. Écrire, écouter, réparer. Un soir, Rosa retrouva Victor sur le banc devant l'immeuble. « Vous savez, dit-elle, je n'aurais jamais pensé entrer ainsi dans votre histoire. » Il répondit, « Vous n'êtes pas entré. Vous l'avez ouverte. » Ils restèrent silencieux, regardant Émile courir après un papillon. Dans ce silence, ils sentirent que l'héritage n'était pas une question de titres ou de sang, mais de souffle partagé. La dernière page du cahier fut écrite par Émile lui-même. « Réparer. Je n'ai plus peur de l'avenir, parce que je sais que même ce qui casse peut revivre. » Rosa ajouta en bas, « Réparer. Un enfant nous a appris à écouter. » Victor signa à son tour, « Réparer. Un père a accepté d'apprendre. » 3 écritures différentes, un même fil. Ce soir-là, avant de dormir, Victor posa le cahier sur la table, qu'il observa son fils endormi, le bus cabossé sous l'oreiller, et Rosa qui rangeait ses clés avec soin. Il comprit que l'héritage n'était pas dans ses immeubles, ni dans ses comptes, mais dans ce qu'ils avaient commencé à bâtir ensemble. Une maison respirante où l'on savait réparer les fissures invisibles.